Respectueux de la forme, Lamine se fait raconter l'histoire par mon oncle. Voilà. Fouroulou arrive à la maison à moitié mort. Je vais demander des explications à Boussad. Il me répond de travers. Nous nous battons. Leur quartier étant près de la Djamma, tous les Aïtamers sortent. Je reçois un coup de couteau. Les nôtres arrivent, c'est la mêlée, puis vous arrivez tous. C'est clair et précis. D'ailleurs, chacun est au courant des moindres détails. Le premier qui parle nous donne raison apparemment, comme il donnera raison tout à l'heure aux autres. Ceux qui parlent après lui répètent à peu près la même chose. Ils n'apportent de la vérité que dans les paramètres qu'ils ouvrent, les comparaisons dont ils se servent, les rapprochements que leur suggère la situation. La parole est au cheikh. L'un d'eux sort un vieux livre, en arabe tout noir de fumée, enveloppé dans un mouchoir. Il lit quelque chose d'incompréhensible, appelle sur nous la baraka, puis, sans transition, les foudres du ciel, si nous ne nous apaisons pas. Instantanément, ma grand-mère, tremblante, va effleurer le livre saint de ses lèvres timides. Mon oncle est tenu de jurer, la main sur le vieux parchemin, de ne plus chercher à ranimer la querelle. On obtiendra le même serment de l'autre côté. Il est inutile d'aller à la justice française qui compliquerait tout. Mais comme il y a eu du sang versé, le caïd voudra savoir ce qui s'est passé. Lamine se charge de le calmer moyennant 100 francs qu'il donnera de sa poche jusqu'à ce que nous le remboursions, les Aïtamers et nous. On nous explique tout cela. Mon oncle garde un silence gros de réflexion intime. Mon père est convaincu. Quant à nos relations futures avec nos adversaires du matin, personne ne s'en soucie. L'essentiel, c'est qu'on ne se batte plus. Les notables sortent pour aller apaiser les Aïtamers, comme ils viennent de nous apaiser, et nous nous réveillons le lendemain les uns et les autres officiellement ennemis. Nous avons payé assez cher pour cela. Désormais, nous ne nous parlerons plus, ne nous rendrons plus de service, et Boussad ne risque plus avant longtemps de me revoir en face de lui, prenant des leçons gratuites de vannerie kabyle. Mes deux tantes maternelles habitaient la même rue que mes parents. Mon grand-père Ahmed les avait laissées dans une petite maison sans étable et sans soupente. Dans un coin de la maisonnette trône un akoufi ventru que mes tantes n'ont jamais réussi à remplir. La toiture est basse, la porte n'a qu'un seul battant. La largeur de la courette ne dépasse pas la taille d'un homme et sa longueur est celle de la façade. On s'y retrouve à l'étroit, ainsi que des roitelets dans leurs nids ronds et obscurs. Mais on y sent une douce chaleur d'intimité discrète et tranquille. Les murs qui vous frôlent à chacun de vos mouvements semblent vous caresser, et les objets vous sourient dans la pénombre. Non, elle n'avait rien de triste, la chère prison de mon enfance. Les moments que j'y passais me paraissaient trop courts. Je n'eus su le nom de chacune de mes tantes qu'après les avoir bien connues elles-mêmes. Le nom ne signifiait rien. C'était comme pour mes parents. Je me rappelle avoir appris avec une surprise amusée de la bouche de ma petite cousine que mon père s'appelle Lounis. Son père s'appelle Lounis. Le mien, Ramdan. Ma mère, Fatma. La sienne, Helima. Je compris tout de suite cependant que c'étaient les autres qui les désignèrent ainsi, et que dans la famille nous avions des mots plus doux qui n'appartenaient qu'à nous.
Pour moi, mes tantes s'appelaient Khalti et Nanna. Khalti était l'aînée. Elle me paraissait très grande, plus grande que ma mère à laquelle elle ressemblait un peu. Elle avait un visage allongé et osseux, avec des pommettes bien rouges, un profil de chèvre capricieuse, embelli par de grands yeux noirs et une impressionnante chevelure qu'elle n'arrivait pas à discipliner sous son foulard et qui s'échappait souvent en tresses désordonnées sur ses épaules. Elle était aussi sauvage et fière d'allure que ma mère était humble et soumise. J'avais donné à l'autre le doux nom de Nanna. Elle avait 20 ans lorsque j'en avais 6. Elle était du même âge que ma cousine Johar et aussi de la même taille. Néanmoins, ses sœurs s'accordaient à la déclarer plus belle. En tout cas, elle était infiniment plus douce. Elle était aimée de toutes les femmes du quartier, qui l'appelaient notre Yamina. Son père l'avait gâtée. Ses 2 sœurs lui avaient servi de mère. Elle avait pris l'habitude de se faire obéir. Il vint un moment où ses sœurs ne purent rien décider sans elle. Fatma, mère de famille, recevait ses instructions. Khalti ne discutait jamais ses ordres. Quand j'y réfléchis à présent, je reconnais que ma mère et Khalti furent bien inspirées en se soumettant à Nanna. Ma mère, que les chagrins et les soucis n'avaient point ménagée depuis la mort de ma grand-mère, puis de mon grand-père, était devenue une pauvre créature timorée, irrésolue, incapable de prendre parti. Une fois qu'elle avait émis timidement quelques objections que lui suggérait son bon sens ou son expérience de la vie, elle s'inclinait et ne contrariait jamais ceux qu'elle aimait. Quant à Khalti, elle ne péchait pas par excès de bon sens. Elle était aussi impulsive que mon oncle Ounis, mais lui au moins raisonnée. Khalti sortait souvent du sens commun. Elle était incapable de se maîtriser. Lorsqu'on a affaire à de pareils gens, les relations de bon voisinage deviennent très précaires. Khalti plus d'une fois faillit faire perdre aux filles d'Ahmed l'estime des cousins. Ni les larmes hypocrites de ma mère, ni le morne silence de mon père, ni l'appui partial de mon oncle, qui défendait souvent Khalti, n'auraient arrangé les choses. Heureusement, notre Yamina était là. En considération de sa douceur, Cassie pardonnait à Khalti d'avoir rossé sa femme, le cousin arabe d'avoir été injurié, la femme d'Amar, un autre parent, faisait la sourde oreille à la provocation. Elle était si affable, Nanna. Sa voix avait le don de calmer les voisins. N'écoutez pas Khalti, cousin. C'est notre folle. C'est votre folle. Il faut la supporter. Reprochez-moi quoi que ce soit. Et à Fatma aussi. Mais laissez-la déraisonner. Elle s'en repentira dans une minute. Et c'est vrai. Khalti regrettait toujours sa précipitation. Alors, elle se mortifiait, elle pleurait et essayait de réparer. Elle y réussissait toujours, car ses manières étaient inimitables. Elle faisait toutes les avances, se condamnait avec passion, accordait son affection avec le même sans-gêne qu'elle l'avait retiré la veille, déconcertait son adversaire qui se demandait vraiment s'il n'avait pas affaire à une folle. Généralement, on s'y laissait prendre, on pardonnait avec la certitude qu'on aurait à pardonner encore. Voilà comment Khalti arrangeait et troublait sans cesse ses relations. En définitive, cette façon de se conduire lui fit beaucoup de tort. Nous avons un terme aimable pour désigner ces sortes de gens. Quelque chose entre fou et candide, sans rien de péjoratif. Ont droit à ce titre tous ceux qui ne savent pas dissimuler et qui sont trop sensibles, qui sont sévères pour eux-mêmes et craignent de chagriner autrui, qui oublient leur intérêt,
et se nuisent par peur de nuire. En général, lorsque des personnes bien sensées les jugent, elles disent « Ce sont des enfants ». Khalti était une enfant. Elle devait le rester jusqu'à sa mort. Aussi ne tenait-on jamais compte de ce qu'elle disait ou de ce qu'elle voulait faire. Elle se soumettait toujours aux ordres de Nanna avec la mauvaise humeur d'un gamin irascible. De même qu'un enfant, elle était servie par une grande intuition. Parfois on l'aurait cru douée d'un sens supplémentaire qui lui permettait de deviner à coup sûr les intentions d'autrui à son égard ou à l'égard de ceux qu'elle aimait. Un regard, un geste, un mot, un changement imperceptible d'attitude suffisait pour l'avertir. Mais elle n'avait même pas l'idée d'exploiter cet avantage et d'en tirer quelques autorités. Non, elle gardait pour elle ses impressions. Elle ne pouvait pas les expliquer. Il était inutile de les faire partager. Souvent aussi, elle ne pouvait réfréner un flot de sentiments. Elle laissait déborder sa joie ou sa rancune, son affection ou sa haine. Puis, tout rentrait dans l'ordre. Le caractère de Khalti convenait très bien au petit Fouroulou. Nous nous comprenions à merveille. J'aimais tendrement Nanna, qui n'avait que des caresses pour moi. Elle me cajolait, m'embrassait sans cesse, me gavait et m'obéissait. Khalti entendait autrement nos relations. J'étais pour elle un personnage comme un autre. Nous avions en quelque sorte des rapports d'égal à égal. Elle prétendait discuter avec moi, me faire entendre raison, se fâcher s'il le fallait, ou se ranger à mon avis lorsqu'elle croyait que mon avis était bon. Cette façon de voir me plaisait beaucoup. Nous nous disputions et nous déraisonnions avec le plus grand sérieux. Nous devînmes de vrais camarades. Ce fut ma sœur Baya qui m'introduit chez mes tantes. D'abord, elle m'y portait sur son dos, lorsque j'avais 2 ou 3 ans, pour me distraire, pendant que ma mère s'occupait du ménage. Ensuite, quand je pus marcher, mes premiers pas me conduisaient d'instinct au petit logis de mes tantes, comme au seul havre sûr qui existât pour moi, hors notre maison. Baya, de son côté, prit de bonne heure l'habitude de vivre avec ses tantes. Nous formâmes bientôt une petite famille en marge de la grande, un cercle intime et égoïste, avec nos petits secrets, nos rêves naïfs, nos jeux puérils, nos querelles vite dissipées, dans une atmosphère de tendresse. Mes tantes travaillaient l'argile et la laine. La courette était toujours encombrée de poteries. Voici à l'angle, près du portail, un gros tas de bois qui servira à la cuisson. L'argile se travaille dès le printemps. Baya et Khalti vont la chercher dans des paniers à plusieurs kilomètres du village. Les mottes sèchent au soleil dans la cour, puis elles sont écrasées et réduites en poussière. Avec cette poussière imbibée d'eau, mes tantes font une pâte dont elles emplissent les jarres. La pâte devient consistante au bout de 2 jours. Il faut alors la malaxer vigoureusement et lui incorporer les débris d'un vieil ustensile broyé. Les grains de terre cuits ainsi ajoutés forment avec l'argile fraîche une pâte qui ne fendra pas. Il est temps de modeler. Khalti, le bas de sa gandoura tiré jusqu'aux genoux, les bras nus, le foulard relevé en turban, dépose un gros paquet de pâte sur une planche. Elle façonne vivement le fond de la cruche, de la marmite ou du plat. C'est toujours une galette bien ronde. Khalti est attentive, elle travaille vite. Je sais qu'il ne faut pas lui parler. Ce n'est pas le moment. Nanna, souriante et très à l'aise, saisit l'argile entre ses mains, pâle, triture, tâte, caresse. De ses doigts agiles sort une espèce de bâton qui s'allonge, vacille, zigzague, comme un serpent. Lorsqu'elle juge suffisante la longueur, elle s'arrête, coupe la couleuvre en tronçons
et avec précaution entoure la galette préparée par Khalti. Alors, munie d'une planchette bien lisse, elle tire l'argile, amincit le tronçon qui monte et dessine bientôt le bas de la paroi. Elle passe au fond suivant, puis à un autre encore, ne tarde guère à rattraper sa sœur. Mes tantes ne préparent que 3 ou 4 ustensiles à la fois, parce que la cour est exiguë. Le dernier ustensile ébauché, Nanna revient au premier qui a déjà séché un peu. Luisons qu'il a bu. Elle prend de nouveau un cylindre de pâte et l'ajoute à l'ébauche. Puis, à l'aide de la raclette, elle aplatit, tire, polit, amincit l'argile, supprime les bavures. Les parois montent petit à petit, la marmite ou la cruche se dessine. La main droite tient la raclette et façonne l'intérieur. La main gauche surveille l'extérieur qu'elle caresse continuellement pour l'obliger à prendre forme. Khalti ne fait pas seulement les fonds de marmite. Elle travaille aussi bien que Nanna, mais de l'avis de tous. Les cruches qui sortent des mains de Nanna ont un cachet spécial. Elles sont toujours bien proportionnées, leurs lignes harmonieuses, leur col élancé, leur légèreté et la finesse de leur ornement les font préférer par toutes les élégantes du village. Tant il est vrai que nous réalisons est toujours le miroir de ce que nous sommes. Chaque potière a son style particulier. Il suffit de présenter un objet quelconque aux moins initiés d'entre elles, elles indiquent immédiatement les mains d'où il sort. Sur ses rivales, Nanna a une supériorité évidente, relevée par sa modestie et sa douceur. Aussi a-t-elle une grande réputation et beaucoup de clientes. Khalti n'est pas jalouse. Elle est la première à admirer sa sœur. Elle lui laisse le travail fin pour s'occuper des jarres, des larges plats à couscous et des marmites. Bientôt, la courette et la maison sont encombrées de pots et de casseroles qui envahissent les étagères et grimpent sur le gros akoufi. C'est à ce moment-là qu'il nous faut mesurer nos gestes et bouger avec précaution. Mais ni Baya ni moi ne songeons à abandonner nos tentes. Nous sommes là pour regarder. Khalti est souvent de mauvaise humeur, mais Nanna ne se trouble jamais. Chaque ustensile a sa petite histoire, son caractère. Il naît et se développe accompagné de notre estime ou de notre mépris. Parfois, sous nos rires moqueurs, Khalti, impatientée et menaçante, écrase avec dépit une ébauche disgracieuse qui s'aplatit lamentablement sur la planche en un paquet informe. Nous nous abritons, en riant, derrière quelques grosses jarres qui n'attend qu'un prétexte pour tomber, et Khalti se calme sur le champ.